Johnny Hallyday, Étienne Dao, Barbara, Bernard Lavillier et tant d'autres. Eh bien, dans Mon Quotidien TV, on ne les invite pas aujourd'hui, malheureusement, mais on a la chance d'avoir quelqu'un qui a travaillé avec eux et on va comprendre pourquoi. Jean-Louis Hennequin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, merci d'être avec nous, mais à distance, est-ce que déjà on peut savoir pourquoi vous n'êtes pas sur le plateau à Marne-la-Vallée avec nous? D'où vous nous parlez? Alors, je parle du sud de la France. J'habite à Hyères, où je suis basé maintenant, et où une antenne de mon centre de formation Apax Design, dont on va parler tout à l'heure, a été ouverte il y a maintenant 3 ans. Eh bien, écoutez, très bien. Donc, merci d'être avec nous. Justement, avant de parler de l'organisme de formation, je citais des grands noms. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pourquoi est-ce que j'ai cité ces gens-là? Alors, en fait, je suis musicien de formation. J'ai eu un papa et une maman musiciens, tous les deux, qui m'ont mis au conservatoire dès mon plus jeune âge. Donc, j'ai fait un cursus tout à fait classique, mais ce qui m'attirait vraiment, c'est la pop, la variété, la musique enregistrée, discographique, les groupes, les chanteurs. Et donc, une fois que j'ai eu terminé mon cursus au conservatoire, j'ai décidé d'émigrer à Paris et de me lancer dans le métier. Et donc, les gens que vous avez cités, c'est les artistes fantastiques avec qui j'ai eu la chance de pouvoir travailler au travers de ma carrière de musicien, d'accompagnement, aussi bien sur scène qu'en studio. D'accord. Alors, vous commencez votre cursus, si je ne dis pas de bêtises, percussion, flûte et surtout, enfin surtout, peut-être pas à l'époque, mais surtout sur votre carrière, clavier. Oui, alors c'est même dans l'autre sens, c'est d'abord la flûte. Ouais, Avec un père oboïste, bon, j'étais un petit peu dans la filiation des instruments avant. ouais. Et puis la percussion, parce que j'étais passionné par le rock et je voulais jouer de la batterie. Mais étant rentré à la classe de percussion de Strasbourg, hein, qui était une classe assez réputée à l'époque, fondée par le fondateur des percussions de Strasbourg, qui est un grand groupe de musique contemporaine de percussion, eh bien, j'ai découvert que la percussion, c'était bien autre chose que seulement la batterie, et finalement, j'ai bifurqué vers d'autres choses. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un grand amour de l'harmonie, de la composition, et donc je suis naturellement, j'ai été obligé forcément de m'intéresser au clavier et donc d'apprendre le piano, que mon père a eu l'intelligence de m'inculquer et de me dire c'est un outil formidable, ça te servira toujours, et ô combien a-t-il eu raison, puisqu'effectivement, l'essentiel de ma carrière, avec les artistes dont on a parlé, ben, il a été effectué au clavier. Alors, avant de travailler avec de tels artistes et d'avoir cette carrière, j'imagine que l'histoire, elle commence un peu dans le style Je me voyais déjà, non? Racontez-moi c'est quoi le parcours du début? Alors en fait, pas du tout. Ah, Ben non, les choses se passent et on s'y attend pas forcément toujours, hein. Donc j'étais tout simplement à Strasbourg en train de faire mes études et j'enregistre un album avec deux camarades de conservatoire. C'était un album qui était consacré à de la musique française du XXe siècle, réarrangée pour clavier de percussion. Pour ceux qui connaissent pas, les claviers de percussion, c'est le marimba et le vibraphone. Bon, il y aurait le xylo aussi, mais là, on était vraiment sur marimba, vibraphone et un saxophoniste. Et donc ce disque-là, qui a d'ailleurs obtenu le Grand Prix de l'Académie du disque français. le premier, mais pas le dernier, si j'ai bien Non, compris. c'était pas le premier, c'était pas le dernier, effectivement. Et donc ce disque-là a été enregistré dans un studio qui se trouvait à Limoges. Moi, j'ai grandi à Limoges. Mon père était prof au conservatoire de Limoges. Et donc, ce studio qui existait à Limoges m'avait été recommandé parce qu'on m'avait dit, ouais, c'est un endroit vraiment bien équipé. Donc, on est allé enregistrer là-bas. Et cette personne-là travaillait déjà dans le métier de la variété. Et c'est le côté instrumentiste, multi-instrumentiste, qui était un peu ma caractéristique, qui l'a intéressé. Il m'a dit, mais dis donc, tu voudrais pas venir travailler avec moi? J'accompagne un chanteur. Et ce chanteur-là, il y a beaucoup de gens qui ne le connaîtront pas, mais c'était un chanteur qui s'appelait Henri Tachant, un chanteur très rive gauche, assez engagé, anarchiste, interdit à la radio. Et donc, ce duo avec cette personne qui s'appelle Patrice Perrieras, qui tenait ce studio, eh ben, m'a mis le pied à l'étrier dans le métier. Et à partir de là, bah, c'est la magie des rencontres et le hasard finalement des affinités qui a fait que assez rapidement, en fait, je me suis retrouvé en relation avec d'autres musiciens. Et parmi ces musiciens-là, un guitariste qui était à l'époque le directeur musical de Johnny Hallyday. Donc je me suis retrouvé
à travailler avec Johnny Hallyday quand j'avais 24 ans. Donc finalement, les choses s'enchaînent d'une façon assez fluide, naturelle Oui, presque. Ouais. absolument, oui, oui, presque naturel. Donc on se laisse un peu porter par les événements. Et Uhum. puis la magie des rencontres, hein, donc ça, on ne le dit jamais assez en ces périodes de Covid, hein, c'est les rencontres qui provoquent tout. Hein, et c'est vrai que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, puisque de personne en personne, bah, je me suis retrouvé à accompagner d'abord Henri Tachant, effectivement, à un moment donné, mon collègue, à l'époque, il y avait le service militaire, il a été appelé sous les drapeaux, et donc un remplaçant est venu, et ce remplaçant s'appelait Gérard Daguerre, grand pianiste, qui m'a d'abord appelé pour travailler avec des artistes moins connus, mais un jour m'a appelé pour me dire, bah, écoute, je cherche un clavier avec Barbara, et je me suis retrouvé à travailler avec Barbara, avec Gérard Daguerre. Donc vraiment, les relations, il n'y a que ça. Et on ne le dira jamais assez. Donc pour les jeunes qui nous écoutent, maintenant je suis un peu un daron, hein, comme on dit. C'est vrai que vraiment c'est là-dessus qu'il faut miser, parce que relancer les dés à chaque fois que ça semble bloqué, c'est ça qui dénoue le destin et qui fait que on provoque des rencontres et il se passe des choses. Ça marche à tous les coups. En vous écoutant, on a l'impression que tout ça se fait vraiment de façon super naturelle. Aujourd'hui, c'est peut-être encore plus compliqué, mais déjà à l'époque, ça ne devait pas être simple de pouvoir avoir ce parcours. Que- Comment ça se passe les premières fois que vous travaillez avec des monstres de la musique comme Johnny, comme Barbara ou d'autres qu'est-ce que vous ressentez? La pression déjà, j'imagine, quand vous montez sur scène avec eux, il ne faut pas se rater. Alors pas tellement la pression, parce que, enfin pas comme on pourrait l'imaginer, parce que quand on est, on va dire, une bête à concours de conservatoire, on sait gérer cette pression-là. Un concours, c'est toujours super impressionnant, on sait gérer le trac. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas, hein. Ça veut dire Mm. simplement qu'on ne le laisse pas nous dominer dans les moments difficiles. Mais si je vous dis que la première au Châtelet avec Barbara en 87, j'ai ma jambe droite qui a commencé à faire ça, et que je me disais, mais c'est quoi cette jambe qui bouge toute seule? Bon, bah, ça m'a pas empêché de jouer, mais j'ai quand même eu un gros trac. Donc, bien Mm. sûr qu'on a cette pression-là, mais normalement, la pression, elle est là pour nous aider à nous dépasser et à jouer mieux que quand on est tout seul à la maison à répéter. Mm. Hein, effectivement. Mais c'est vrai que la première fois que je me suis retrouvé dans un petit studio de répétition avec cette gueule incroyable aux yeux bleus de Johnny qui arrive face à moi, qui me tend la main avec un sourire éclatant et qui me dit bonjour, Johnny Hallyday. Bon, c'est quand même Pas la peine de le dire. la magie du show business, elle est quand même là. Et bon, Ouais. c'est vrai que c'est des moments qui restent gravés, ça c'est sûr. Ouais, donc vous avez un paquet de bons souvenirs, j'imagine, avec tous ces artistes. Allez, faites rêver un peu les gens qui regardent l'émission. Donc il y avait Johnny, il y avait Barbarie, avec qui d'autre? J'ai travaillé avec Patrick Bruel, j'ai travaillé avec Étienne Dao, j'ai travaillé avec donc Bernard Lavillier. Donc Bernard Lavillier, c'est vraiment une chouette anecdote parce que alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien pour les jeunes musiciens qui, des moments, ont des passages à vide. Alors ils se disent, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et moi, cette année-là, j'accepte de jouer dans un groupe de reprise au Salon de la Musique, où on était sur un stand du Salon de la Musique avec des copains musiciens, et Le dont Salon de la certains... musique, c'était à Paris? Ouais, le Salon de la Musique qui, à l'époque, se faisait à la Grande Halle de la Villette. D'accord. Et donc, il y avait un petit stand d'un fabricant de sonorisation qui nous avait engagés, et on faisait des reprises de Nick Kershaw. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Nick Kershaw, qui était un chanteur anglais qui a eu son heure de gloire à la fin des années 80, début 90. Et donc, dans ce groupe, il y avait un bassiste qui s'appelait Pascal Arroyo, un batteur qui s'appelait Manu Lacordaire. Et donc, tous ces braves gens travaillaient avec Lavillier. La magie des rencontres, encore une fois. On fait ce truc-là qui n'était pas tellement payé, mais qui était rigolo à faire, etc. Mais bon, on a créé des relations et l'été d'après, Lavillier partait en tournée, mais le batteur, Manu Lacordaire, il devait partir avec Philippe Laville. Et il me dit, écoute, comme tu joues des percus, tu voudrais pas me remplacer sur Lavillier. Donc j'ai fait les francopholies au percus, là pour le coup, et quelques dates d'été comme ça. Et du coup, Bernard, on a fait connaissance. Et après, quand Bernard a cherché un clavier, Pascal Arroyo, qui faisait aussi partie du groupe, m'a dit Jean-Louis, tu voudrais pas faire les claviers avec nous? Et à l'époque, c'était l'époque de l'album Noir et Blanc. Et je me suis retrouvé au clavier avec Bernard. Et c'est là que vraiment, j'ai vraiment démarré ma carrière au clavier. Voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, les rencontres. Bah oui, Les oui. rencontres. Et alors du coup, dans ce parcours, avec toutes ces grandes vedettes,
vous vous mettez à avoir une particularité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à ce moment-là une révolution qui commence à naître avec le MIDI, hein, c'est ça qu'on appelait à l'époque. Et puis vous, vous comprenez assez vite que cette technologie, faut travailler avec. Oui, alors de deux façons. D'abord, il faut se resituer un petit peu qu'à l'époque, Mm. quand on voulait produire de la musique, ça coûtait terriblement cher parce qu'on n'avait pas d'autre choix que d'aller dans les studios d'enregistrement. Et un studio d'enregistrement, à l'époque, un bon studio, ça coûtait 10 000 francs par jour. Hein, donc, on va dire 15 500 euros au jour. Bon, maintenant, le marché a fait que les tarifs ont un peu baissé, puis il y a des studios de plus petite taille, mais à l'époque, les studios, ils étaient forcément assez gros et assez chers. Donc, le MIDI, déjà, apportait la possibilité à des musiciens comme moi, qui étions jeunes et sans budget, de pouvoir faire exister de la musique autrement que sur un cassette Porta Studio 4 pistes avec un son tout pourri comme on avait à l'époque. Donc ça, déjà, j'ai vu cette opportunité-là. Et c'est vrai que rapidement, je me suis retrouvé en studio avec les instruments qui étaient vraiment les prémices de ce qu'on connaît maintenant. Hein, mon premier ordinateur, ça a été un Commodore 64 qu'on pouvait même pas acheter à l'époque parce que c'était en rupture de stock. Donc je l'avais loué à l'époque dans une boîte qui louait des télévisions pour les hôtels et tout ça. Il y avait que là que j'avais réussi à le trouver, mais je voulais vraiment travailler avec ça. On est passé de je me voyais déjà à hier encore, hein, attention. Voilà, non, mais bon, c'est vrai que Oui. là, la technologie, c'était vraiment les prémices. Et malgré tout, bah, j'ai découvert à l'époque à quoi servait un câble MIDI et comment, en branchant deux DX7 en MIDI in, MIDI out, on arrivait à faire un son plus gros. Enfin, vous voyez, c'était vraiment la préhistoire. Mais c'est vrai que après, bah, la technologie a été vite. Donc, il y a eu les sampleurs. Donc, les sampleurs, j'ai été utilisé très tôt sur scène, notamment avec Lavilliers, puisqu'avec Lavilliers, à l'époque, j'avais samplé tous les cuivres des sections de cuivre portoricaines de Ray Barretto, puisqu'il jouait tous ces morceaux de salsa qui l'ont rendu populaire. Et c'est vrai que d'ailleurs, ça a vraiment été un moment génial pour moi, parce que j'étais fan de Lavilliers quand j'étais ado. Hein, pour moi, j'étais assez intransigeant sur les goûts musicaux, j'aimais la pop anglaise, et là, d'un coup, il y avait un musicien français qui faisait des choses que je trouvais extraordinaires, qui m'ont fait voyager, et je me retrouve à jouer avec lui sur scène. Donc là, c'est vraiment une forme de rêve qui s'est réalisée. Ouais. Et c'est vrai que bon, je suis toujours en relation avec Bernard, on est voisins, parce qu'il habite dans le sud lui aussi, Bon, vous lui et passerez le bonjour de notre part. j'y manquerai pas. Bon, très bien. Voilà, donc, Alors, je veux qu'on fasse un petit raccourci parce que le oui. temps presse. On n'a que 20 minutes à parler ensemble et je vois qu'il coule. Mais simplement, cette révolution technologique que vous utilisez pour votre intérêt, mais aussi pour l'intérêt de tous ceux avec qui vous travaillez, ça va vous donner une spécialité, une certaine légitimité dans le domaine. Je crois que vous accompagnez notamment Mylène Farmer sur... vous êtes le premier en tout cas, vous êtes parmi les précurseurs qui développaient des nouvelles technologies qui lui permettent de jouer dans des stades, hein, c'est ça que vous me disiez? Alors en fait, oui, toutes ces technologies-là, c'est vrai que sur des gros spectacles où il y a beaucoup de choses technologiques à synchroniser, par exemple, quand on projette des clips sur des écrans en même temps qu'il y a des réalisateurs avec des caméras qui tournent ce qui se passe sur scène. Bon, bah ça, c'est vrai qu'il y a eu des choses à inventer, en fait. Et j'ai été parmi les premiers à le faire en France. Hein, donc c'est vrai que bon, j'ai commencé avec Étienne Dao à l'époque, puisque Étienne Dao, c'est vrai que c'est une rencontre que j'ai provoquée. Hein. J'ai vu Étienne dans une émission de télé à l'époque où il a fait cet album qui s'appelle Eden, hein, qui était vraiment un album très électro, et je l'ai senti un peu en difficulté par rapport à ça sur le plateau de Nulle part ailleurs. Et je me suis débrouillé pour rentrer en contact avec lui, pour lui dire, moi j'ai des solutions technologiques à proposer. Donc je ne connaissais pas Étienne. J'ai pris contact avec son management et je me suis retrouvé au bout de 2 ou 3 jours en rendez-vous chez lui en lui expliquant ce que je pouvais lui proposer. Et donc je suis parti en tournée avec lui. Donc cette expérience-là, plus d'autres, m'ont mené à concevoir des systèmes assez importants pour des gros spectacles, jusqu'à concevoir effectivement. Alors là, moi, avec Mylène Farmer, j'ai pas joué sur scène, j'ai simplement conçu les systèmes informatiques musicaux qui ont permis à Yvan Cassard, le responsable musical de Mylène, d'utiliser des instruments qui n'étaient utilisables qu'en studio dans le contexte de la scène. Et donc c'est vrai que à partir de là, c'est vrai que je me suis dit que toutes ces choses-là, bah, j'ai acquis une certaine visibilité, une certaine légitimité, on peut dire ça comme ça. Mhm. Et donc, d'une part, j'ai été contacté par Apple pour éventuellement
dispenser des formations sur des logiciels sur Mac et notamment Logic Pro dont je suis le spécialiste. Mais en même temps, ça m'a donné l'opportunité de pouvoir monter un centre de formation dans lequel j'ai commencé à former des gens à ces technologies-là, parce que j'avais des demandes constantes. C'est ma femme qui m'a dit, mais enfin, tous les dimanches, il y a quelqu'un qui t'appelle pour te demander un conseil, tu devrais peut-être réfléchir à ça. Et à ce moment-là, effectivement, il y a eu la conjonction. Mais c'est parce que votre femme elle voulait vous avoir un peu plus près de chez elle. Elle s'est dit comme ça, il arrêtera peut-être un peu les tournées, non? Pas du tout, c'est plutôt l'inverse. Hein. Quand on est habitué à vivre un peu loin l'un de l'autre, c'est difficile de revenir à quelque chose de moins épisodique. Néanmoins, vous faites ce pas-là encore d'une manière un petit peu comme si il y avait un fil qui vous tirait en permanence. Enfin, c'est l'impression que ça donne, que finalement, vous vous laissez porter par les choses et puis que ça vous emmène naturellement vers des endroits où plein de gens aimeraient aller et puis finalement sont bloqués. Parce que là, du coup, c'est presque un concours de circonstances que vous deveniez, puisqu'on va passer quand même à cette partie qui occupe votre vie professionnelle aujourd'hui essentiellement, votre organisme de formation. Si Apple ne vous demande pas, vous sollicite pas pour ces formations et puis pour les aider à vendre un peu leur technologie, vous êtes peut-être jamais organisateur de formation. Alors, je pense qu'il y a un talent que je pense avoir, les autres je ne sais pas, mais c'est de savoir saisir les opportunités. Donc c'est vrai que quand quelque chose comme ça est en germe dans l'esprit, il faut savoir voir les signes qui vous disent bah, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et donc c'est vrai que cette idée germait, mais elle n'était pas arrivée à maturation, mais quand il y a eu le coup de fil de la personne de chez Apple qui me dit bah, tu sais, on cherche à ouvrir des centres de formation et on a pensé à toi, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Donc, je suis allé dans cette direction. Et c'est comme ça qu'est né Apax Designs. Alors non, Apax Designs existait déjà depuis 2004. C'est une société que j'avais fondée à l'époque parce que je faisais du développement pour Yamaha au Japon. Alors, du développement de quelque chose qui est un petit peu maintenant une curiosité un peu antédiluvienne, c'était des sonneries de téléphone pour les téléphones de l'époque. Hein. Quand les téléphones ne lisaient pas les MP3, on créait il y avait des petites puces de synthé à l'intérieur des téléphones, dont Yamaha était un des gros fabricants. Et donc, en fait, il y avait des outils de développement. Et en fait, j'étais chargé de la production pour la France. C'est-à-dire que tous les mois, je produisais 10 sonneries de téléphone d'après le hit parade, ou le top 50 de l'époque. Et y compris parfois sur des événements planétaires, comme par exemple, j'ai réalisé la sonnerie de téléphone pour le Star Wars 3 qui est sorti. Et donc, tous les téléphones de la Terre entière qui ont utilisé le générique de Star Wars, en fait, c'est moi qui ai programmé ça sur les téléphones Yamaha de l'époque, les puces Yamaha, en fait. Vous en parlez avec une certaine fierté. Vous avez quand même un parcours magique, quand même. Et vous en avez conscience. Oui. Alors, moi, j'ai toujours eu la sensation que c'était un concours de circonstances et que j'ai eu de la chance. Bon, ok, j'ai su saisir des opportunités, etc., etc. Bon, c'est vrai qu'il arrive un moment donné où, bon, c'est l'expérience aussi qui fait qu'on arrive à. Bon, j'ai beaucoup de cordes dans mon arc, hein, ça c'est sûr. Hein. La musique, déjà, j'ai une culture de la musique qui est quand même large et qui vient de ma formation, hein, ça c'est sûr. J'ai aussi de la curiosité et puis une éternelle soif d'apprendre. Donc, je me forme. Ce parcours d'artiste et d'accompagnement d'artistes et de scène, plus cette formation avec Apple, vous a amené à développer cette transmission des savoirs, entre guillemets, et à monter cet organisme de formation. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus dans le détail sur les services et les solutions que vous proposez aux gens qui suivent vos formations. Ça s'adresse à qui déjà ? Alors ça s'adresse à tout le monde, mais malgré tout, on a quand même quelques publics différents. Donc évidemment, au départ, on a démarré par le son. Donc on a un gros département son qui s'adresse à des compositeurs, à des musiciens, à des techniciens son. Ça, c'est vraiment une grosse partie de notre activité. On a un gros département vidéo broadcast dans lequel on certifie les gens sur Avid, sur Premiere Pro, sur DaVinci. Donc, on a des formateurs experts dans chacun de ces domaines-là. Ayant toujours ce souci que, étant moi-même un créatif à la base, on travaille qu'avec des gens qui ont une notion de créativité. C'est-à-dire que, bon, on n'a pas des formateurs qui sont des gens qui ont appris le bouquin par cœur. C'est tous des gens de terrain
qui ont un parcours qui est traçable. Hein, les étalonneurs, c'est des gens qui sont des étalonneurs. Hein, donc, on a des étalonneurs qui ont des blogs bien connus, ils sont vraiment très identifiables. Et de la même manière que dans le département, qui est le 3e département, qui est plus orienté sur la communication, eh bien, par exemple, pour les sites web ou pour la communication graphique, on emploie des formateurs qui sont notamment la plupart au Gobelin et chez nous. En général, ils travaillent aux 2 endroits. D'accord, donc vous avez une trentaine de collaborateurs qui travaillent en permanence sur des formations pour vos étudiants, vos stagiaires. Alors actuellement, on est même au-dessus de ça. On a 55 formateurs qui sont soit freelance, soit en contrat à durée déterminée. On a 7 salariés en permanence. On a plusieurs lieux en France, puisqu'on a Paris, on a Nanterre, on a donc Hyères où je me trouve, et également actuellement on est en train de développer sur Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence, parce que je fais partie maintenant d'un groupe qui s'appelle le groupe Innove, qui est un groupe d'enseignement initial des écoles, notamment une école de cinéma qui s'appelle l'Écart à Paris, donc on fait partie du même groupe, donc on développe des partenariats avec tous les sites en France pour proposer nos formations dans ces endroits-là, en plus du distanciel qui s'est beaucoup développé cette année. J'ai relevé 2 informations qui me paraissent particulièrement intéressantes et importantes dans ce que vous proposez. La première, c'est que vous avez un accompagnement très particulier pour les personnes handicapées, je crois. Tout à fait. Alors, on a un référent handicap chez nous, ce qui fait qu'une personne qui est en situation de handicap bénéficie d'un suivi particulier. Donc, on l'aide notamment à monter ses dossiers de financement puisqu'elle peut bénéficier d'aides particulières. Et puis, suivant que la formation se fait en distanciel ou en présentiel, on a des locaux qui sont adaptés à l'accueil de personnes en situation de handicap, bien entendu. Et donc, à chaque fois, il y aura toujours un accompagnement spécifique. Ok. Et le deuxième point, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus institutionnel, mais j'ai l'impression que ça a une importance particulière, même si moi, je ne la connais pas spécialement. C'est le label Calliope. Je ne dis pas d'erreur? Oui. Alors, le label Calliope, c'est une garantie de qualité pour les personnes qui viennent se former chez nous, puisque c'est un référentiel national qualité qui a été mis en place cette année, l'année dernière. Donc, tous les centres de formation doivent l'avoir pour pouvoir continuer d'exercer et d'obtenir des financements après fin 2021. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'on est content d'avoir obtenu parce que c'était très difficile. C'est un audit extrêmement exigeant. Et ça veut dire notamment, et là, vraiment, on est lié à quelque chose d'important pour les personnes qui souhaitent se former, on est éligible à des financements très larges. Hein, donc, bien sûr, dans les métiers de l'audiovisuel, l'AFDAS, la communication également, bien sûr, mais aussi le CPF. 95% de nos formations sont éligibles au CPF. Ce qui veut dire qu'avec le compte personnel de formation, tout le monde peut se former sans avoir de compte à rendre à son employeur s'il le souhaite, et ce genre de choses-là. Et d'autre part, notre appartenance au groupe Innove nous permet de faire passer des certifications nationales, donc ce qu'on appelle le RNCP, donc des titres d'État, des titres de niveau 5, qui sont des titres tels que monteur audiovisuel, technicien audiovisuel multitechnique, chef opérateur son, donc des formations très très complètes et qui donnent lieu à un diplôme reconnu par l'État. Donc, vous êtes déjà dans les métiers de la communication et vous voulez avoir des VAE ou des certifications ou améliorer encore votre capacité, vous pouvez contacter votre organisme de formation. Et si vous avez envie de faire une reconversion professionnelle et de venir dans ces métiers-là, on peut aussi venir frapper à votre porte. Hein. C'est bien ça les 2 cibles. Voilà, tout à fait, exactement. Bon, très bien. Sachant qu'effectivement, quand on fait une formation longue pour une reconversion, on a vraiment toute une série de formations à suivre et à la fin de laquelle on passe devant un jury, on fait une soutenance et donc on obtient ou pas son titre et son diplôme d'État. D'accord. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire très important que vous vouliez préciser peut-être sur votre activité? Ou est-ce qu'on a réussi à quand même couvrir à peu près tout ce qu'on devait savoir? Alors, je voulais juste faire un petit point sur là où on en est avec le distanciel, parce que c'est très important. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé avec le Covid, c'est vrai que c'est Alors, le important. Covid nous a un petit peu forcé à nous développer là-dessus, mais aujourd'hui, c'est devenu une activité à part entière qui va continuer, Covid ou pas Covid, parce que ça permet d'ouvrir la formation à des gens sur des formations très courtes. Les gens ne veulent pas forcément se déplacer à Paris avec les frais que ça incombe. Donc aujourd'hui, on a développé beaucoup de solutions
très innovantes sur la formation à distance, alors en utilisant des outils tels que celui qu'on utilise aujourd'hui, mais pas seulement, puisque aujourd'hui on a des chaînes vidéo privées où on enregistre les formations que les gens peuvent revoir après leur formation. On a développé également des systèmes de prêt de matériel avec livraison à domicile d'une machine quand les gens n'ont pas le matériel nécessaire. Et puis, on a une personne à temps plein qui s'occupe que de ça pour, par exemple, résoudre les problèmes de connexion avant que la formation démarre et que les gens ne soient pas livrés à eux-mêmes dans cette expérience du e-learning qui est familière pour nous, mais qui n'est peut-être pas évidente pour tout le monde. Oui, un accompagnement spécifique pour éviter ce genre de problème. Très bien, écoutez, merci pour toutes ces précisions. Il me reste une question, vous connaissez le principe de l'émission. Est-ce que vous acceptez qu'on diffuse cette émission? Bien entendu, avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, merci. Et puis, bonjour à hier et puis à vos voisins si charmants. Merci d'avoir suivi Mon Quotidien TV. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Toujours le même rendez-vous, vendredi 18h. À très bientôt. Au revoir.